Voilà, j'attends qu'on me fasse signe pour commencer. Vous me faites signe ceux qui organisent le Zoom pour savoir quand commencer. Et est-ce qu'on m'entend bien? Ok. Bon, voilà. Alors, les organisatrices, j'attends votre signe. Si je commence à l'heure, il y a quelqu'un qui doit présenter quelque chose. C'est bon. Ok, merci. Voilà, j'attends simplement que la personne qui organise me fasse signe qu'on commence. Voilà. Est-ce que quelqu'un devait présenter quelque chose ou pas du tout? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends, moi. Bienvenue au Rav Abishid, bonsoir. Merci au Rav Abishid de nous faire l'honneur d'être présent ce soir pour nous faire partager ces trésors sur tout Bishvat, sur les femmes, sur Yujvat éventuellement, vu qu'on est à la sortie de Yujvat. Voilà, on vous laisse tout de suite la parole. Encore une fois, merci d'être avec nous et voilà, à tous, profitez bien de ces enseignements précieux. Ok. Alors, bonne soirée à tout le monde. On est en sandwich, on peut dire, entre deux dates énormes, entre le 10 Shvat, le 15 Shvat, et en plus, on est ce soir le 13 Shvat. Le 13 Shvat, c'est une date chassidique qui est même très liée avec Bati Legani, comme on peut voir par la suite du shiur sur l'historique de Bati Legani. Et c'est la Iloula de la mère du rabbin précédent, la rabbinite Sterna Sarah, qui était nifteret aux États-Unis en 1942. Elle est nifteret le 13 Shvat. On sait que c'était une tzadékette incroyable, pas simplement parce que c'était une rabbinite, mais elle était très connue comme une femme qui faisait toujours ses 3 prières jusqu'au dernier jour. Elle faisait les télim, des télim avant la prière, après la prière. Elle étudiait énormément. C'était une femme qui étudiait beaucoup de chassidut et beaucoup de midrashim et de hagadot, etc. Donc, c'était un vrai garçon dans l'étude de la Torah. Et on sait qu'elle est nifteret le Shabbat 13 Shvat, 1942. Elle était en train de. D'abord, elle s'était levée, c'était par Parashat Beshalach. Elle avait dit à toute la famille, aujourd'hui, on doit prier avec beaucoup d'effervescence parce que c'est Shabbat Shira. Donc, d'abord, elle priait toujours bien, mais elle avait dit clairement qu'il faut faire une belle prière aujourd'hui. Et elle a fait bémettre une belle prière. Et pendant qu'elle était dans Shacharit de Shabbat, lorsqu'elle arrivait à Nishmat Kol Chai, elle est nifteret, elle est morte justement à ce moment-là. Et concrètement, elle est liée aussi au 15 Shvat, à Toubi Shvat, parce qu'elle n'a pas été enterrée dimanche, elle a été enterrée que le lundi, du fait que le rabbi précédent, son fils, était à Chicago ce jour-là, et ils ont attendu qu'il arrive pour l'enterrement. Donc la rabbinite Sterna Sarah, mère du rabbi précédent, a été enterrée le 15 Shvat. Donc là, on est dans une date aussi chassidique, le jour de son départ. Le 15 Shvat, c'est très fortement lié, toujours je pense à ça, à Yud Shvat, du fait que le Yud Shvat, ça reste quand même pour nous un jour d'attachement très fort au rabbi. Et dans le Talmud, il y a 2 parties qui parlent en vérité des lois du 15 Shvat ou des choses du 15 Shvat. C'est le Talmud dans Maseret Rosh Hashanah, pages 14 et 15, et également le Talmud dans Maseret Brachot, page 41, où là-bas, on peut voir
Rav Amnona et Rav Chisda qui étaient à table et on leur a apporté à manger des dattes et des grenades. Et Rav Amnona a fait sa bracha, a commencé à manger la date. Et Rav Chisda, son ami, lui pose la question, mais je ne comprends pas, tu as pas entendu ce que Rav Yosef ou bien Rav Yitzhak, d'après une autre version, aurait dit que normalement, on doit suivre un ordre précis. On doit d'abord faire la bracha. Bien sûr, le shiur, il est bien sûr dédié à l'Ilui Nishmat de Rav Yitzhak Boukobza, le docteur, des Chrono Livracha. Donc, Rav Chisda dit à son collègue, mais comment ça se fait que tu as commencé par la date? La date, elle est en 7e position dans le verset de Parashat Ekev, Eretz Rita Osora, Gefentena Verimon, Eretz Zet Shamin Udvash. Donc, elle est mentionnée en dernier et tu l'as devancée à la grenade qui est en 5e position. Comment c'est possible? Et il lui a dit, mais tu ne savais pas que c'est marqué dans le verset, c'est marqué 2 fois le mot Eretz. Et en vérité, c'est vrai que le Rimon, la grenade, elle est en 5e position du premier terme Eretz qui est marqué dans le verset, mais la date est en 2e position du Eretz, du 2e Eretz. Et donc, on doit devancer. Lorsque Rav Chisda a entendu la réponse de Rav Amnona, il était tellement heureux d'avoir entendu ce chidouche, cette explication, cette nouveauté. Il a dit, si Hachem il nous donnerait des jambes en métal, en fer, je te suivrai de partout, pour l'éternité. Dans le terme talmudique, il y a un terme qui dit comme ça, Man de Yaïvla Nagre, de Parzela, Venashmianach. Et on te suivrait à vie. Eh bien, le rabbi nous a donné, quand on est Yutchvat, on s'imagine la génération, comment elle était orpheline, en Gdusha, en Torah, en mitzvot, en chassidut, combien le rabbi nous a donné, combien de brachot il nous a donné depuis qu'il est monté justement sur le Kesanesiout, depuis qu'il a accepté ce poste sur le Ham Israël. Eh ben, c'est évident qu'on a envie de lui répondre comme cette Gemara qui parle justement des lois du Tou Bishvat. On va te suivre avec des jambes en métal dans un sens qu'on ne va jamais trébucher, on ne va jamais faiblir dans le chemin, et on va suivre vraiment ton chemin coûte que coûte à tout jamais. Alors, le shiur, il va être composé de 2 parties, une partie sur Yud-Shvat, une partie sur Tou Bishvat. Alors, on va commencer par la partie de Yud-Shvat, vous allez voir, ça se fusionne ensemble. Et ben, d'abord, on va parler de l'historique. C'est très important de voir l'historique de Yud-Shvat et l'historique du fameux Mahamar du Rabbi Bati Legani. Le rabbi précédent, qui était rabbi en Russie, et ensuite il va passer sur la Pologne à un moment, mais en tout cas, le rabbi, notre rabbi, le rabbi Lubavitch, qu'on l'appelle tous, il a rencontré pour la première fois son futur beau-père en 1923. Il va se marier en Tafresh peut-être quelques années plus tard avec sa fille, mais la première fois où il rencontre le rabbi précédent, c'était le 5 Shvat 1923. Il va rester avec lui quelque temps. La première fois qu'il va entendre son beau-père dire un mamar de Chassidut, dire un discours profond de Chassidut, ça va être le Shabbat Parashat Bo, le 10 Shvat 1923. Et l'oreille précédent, c'était pour la première fois il avait à côté de lui son futur gendre, qu'on va voir tout de suite qu'il avait déjà estimé pour le futur. Et en tout cas, il va faire un premier Mahamar, ça va être le premier Mahamar que le rabbi de sa vie a entendu du rabbi précédent en direct. Et le Mahamar, il s'appelle Vayi be'etzem hayom hazeh yatsu kol tzivot Hashem eretz Mitzrayim. C'est 10 chapitres environ que le rabbi précédent va dire ce Shabbat. Le Shabbat d'après, Parashat Beshalach, il va continuer la suite de ce Mahamar, encore 10 chapitres. On aura en tout 20 chapitres. Maintenant, ce Mahamar de 1923, ces 2 Mahamars en vérité qui se suivent, qui sont la suite l'une de l'autre, que le rabbi entend pour la première fois de sa vie du précédent un Mahamar, ce Mahamar ne va pas être distribué pour être étudié. Il va rester en vérité surtout dans la main d'un chassid qui va écrire les notes, etc. Et ce Mahamar, il va en vérité, si on peut dire, rester caché
pendant 27 ans, en 1950, une semaine environ, quelques jours avant Yud Shvat, le rabbi précédent, qui était déjà très malade, ne pouvant plus déjà faire des discours chassidiques et parler au Kahal, au public, il demande au rabbi personnellement de s'occuper de ce Mahamar que le rabbi avait entendu. C'était le premier Mahamar que le rabbi a entendu en 1923. Il lui demande de s'occuper de ce Mahamar qui a 20 chapitres et il lui dit il va falloir qu'on le coupe en 4 et on va le distribuer déjà la première partie pour Shabbat. Shabbat matin, les gens en général viennent étudier la Chassidoute 7h, 8h du matin avant la Tfila. Il y aura déjà la première partie du Mahamar, 5 chapitres, à étudier le Yud Shvat, parce que Yud Shvat, c'est la Iloula de ma grand-mère, la Rabbanit Rivka. La deuxième partie, c'est là le lien avec ce soir, le 13 Shvat. La deuxième partie du Mahamar de ce Mahamar, donc de 1923, va être étudiée le 13 Shvat en l'honneur de la Iloula de ma mère, qui est Nifteret pratiquement 8 ans avant, en 1942. Donc, d'étudier cette deuxième partie à Yoshevet Baganim, qui est la deuxième partie du Mahamar que le rabbi précédent avait dit en 1923. La troisième partie du Mahamar va être étudiée à Purim, et la quatrième partie du Mahamar va être étudiée à la Iloula de mon père, le 2 Nissan. Maintenant, le rabbi demande aussi au rabbi une autre chose, c'est que le Mahamar que le rabbi avait fait, donc en 1923, le Shabbat d'Ishvat de Parashat Bo, il commençait avec le verset de la Parashat Bo qui parle de la sortie d'Égypte Mamash, où le peuple juif est appelé l'armée d'Hachem. Vayi be'etzem hayom hazeh yatsu kol tzivot Hashem me'eretz Mitzrayim. Et il lui demande de changer le début, parce que chaque Mahamar commence en général avec un début d'un verset, et ensuite il y a tout un développement de Chassidut, et on va changer ce début, on va bien sûr garder toute la structure du Mahamar, on va simplement commencer par un autre verset de Shir Hashirim, qui s'appelle Bati Legani Achotikala, c'est lorsque Kadosh Baruch Hu, il annonce son retour sur la terre après qu'il avait quitté l'essence de Dieu, la partie la plus haute de Dieu, on peut dire le quart de la Shrina habité sur la terre. Et Dieu dit, voilà, je reviens, en parlant à ça, il nous parle au féminin, c'est intéressant, il nous parle, bon, c'est la Kala, c'est l'âme Israël, Achotikala, je reviens dans mon jardin, donc c'est le retour au moment où le Mishkan a été fait. Le 8e jour du Mishkan, c'était le Rosh Chodesh Nissan, où la Shrina redescend, le Ikar Shrina redescend sur terre. Et donc, le Mahamar, il commence par cette partie-là. Et donc, simplement, on a modifié le Vayi Be'etzem hayom hazeh, on a modifié le début. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pendant 27 ans, ce Mahamar n'est pas étudié, n'est pas demandé d'être étudié par les Chassidim. Il va être gardé pendant 27 ans. Et quand c'est qu'on doit venir étudier la première partie du Mahamar, Shabbat. Shabbat matin, les Chassidim sont venus au 770 pour commencer à étudier le Mahamar qui avait été imprimé, parce que le rabbi l'avait préparé sous la demande du rabbi précédent. Il est même venu le vendredi l'apporter au rabbi précédent. Et le rabbi précédent, quand il a vu que le travail était fait et que le Mahamar était prêt, le rabbi précédent, malgré qu'il était très faible, a fait un grand sourire, était très heureux de voir ce Mahamar préparé. Et c'est intéressant, donc ce Mahamar, il est caché 27 ans. Les Chassidim commencent à étudier à 8h du matin, au 770, le Mahamar, et d'un seul coup, la nouvelle terrible vient d'arriver, le représentant vient de mourir. Dans les livres, c'est marqué souvent qu'il est mort à 8h. Rav Groner raconte que lui, il était à côté, il était proche de tout ce qui s'est passé, et donc ça s'est passé à 7h50, mais en tout cas, la nouvelle, elle arrive au 770, elle arrive partout, à 8h du matin. Donc les Chassidim, ils commencent à étudier le Mahamar de Bati Legani, qui est le premier Mahamar que le rabbi a entendu de son beau-père. Et on comprend en vérité que ce Mahamar n'était pas destiné à la 6e génération, à la génération du rabbi précédent. Ce Mahamar, il était destiné à la génération du rabbi. Et ce n'est pas pour rien que c'est le Mahamar que le rabbi précédent fait à sa première rencontre avec son futur gendre, avec le rabbi. Il dit, voilà, ça c'est ton Mahamar, je te le fais en ton honneur. Après, le Mahamar, il reste caché 27 ans. Et ce Mahamar, il ressort. À quel moment il faut commencer à l'étudier? Bati Legani Achotikala. Il faut commencer à l'étudier le matin de Yud Shvat Tafshin Yud, au moment précis où le rabbi précédent quitte ce monde. C'est-à-dire, le message a été plus que clair. Et c'est pour ça que le rabbi a bien compris le message. Et c'est tout quand le rabbi va accepter un an plus tard
la Nissiout, il va bien comprendre que ce Mahamar, c'est le Mahamar de la 7e génération, c'est le testament les directives du règne précédent pour la 7e génération. Et donc, c'est pour ça que ce Mahamar, il est très encourageant, puisque c'est ce Mahamar qui va parler justement de la finalité de l'exil, de la descente de la Shrina en bas, et par la venue du Mashiach. Maintenant, la question qu'on se pose en général sur Bati Legani, c'est de comprendre, parce que le rabbi précédent, là-bas, nous parle que l'essentiel de la Shrina était sur terre. Les fautes des générations ont chassé la Shrina de la terre jusqu'au niveau 7e ciel, comme on dit. Et ensuite, des tzadikim sont venus jusqu'à Moshe Rabbeinu qui a redescendu la Shrina en bas. Donc déjà, la question qu'on se pose souvent, c'est bon, alors peut-être on peut se croiser les bras et partir en vacances. Moshe Rabbeinu, il a terminé le travail. Non. Tout de suite, le précédent explique, mais non, le Mikdash, et le Mishkan, c'est qu'un détail. C'est un exemple pour donner exactement le vrai travail. Le vrai travail, il se fait betocham, c'est-à-dire parmi le peuple juif, chaque maison de chaque juif, chaque individu en particulier, il fait descendre la shrina. Donc déjà, c'est important de savoir que ça ne s'est pas terminé avec Moshe, ça a commencé à être téléchargé avec Moshe, mais ça continue. Mais lorsqu'on voit bien certains mahamarim du rabbi, parce que chaque année, le rabbi faisait un mahamar sur un des chapitres. Pendant 20 ans, le rabbi va expliquer 20 chapitres de Bati Legani en faisant des mahamarim, des discours entiers pour élaborer et approfondir un chapitre de Bati Legani. Et concrètement, dans les mahamarim qui expliquent le premier chapitre, comme Yud Aleph et d'autres mahamarim, on peut voir là-bas un point très important, c'est que quand on dit que l'essentiel de la Shrina, elle a quitté ce monde et elle est partie au 7e ciel, après elle est revenue par les tzadikim jusqu'à Moshe Rabbeinu qui est le 7e. Le 7e, il est le préféré, il descend la Shrina en bas. Il faut savoir que ce n'est pas exactement le même niveau qu'il y avait avant qui est descendu. C'est un niveau qui est aussi celui d'avant, mais avec un niveau supérieur, parce que la descente amène toujours une élévation plus haute. On ne peut pas partir en exil ou retirer de l'Akdoucha et remettre la même chose. On va toujours plus haut. Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, je ne vais pas embrouiller ici le public, mais en tout cas, avant, on est dans le monde de Asiya, le monde de l'action matérielle. Tout l'univers, c'est le monde matériel. Ensuite, il y a un monde d'Asiya spirituel au-dessus de nous. Et ensuite, on a Yetzira, et ensuite, on a Beria, et ensuite, on a Atzilut. On parle de monde d'une puissance infinie de Dieu, avec des malachim, déjà dans Bria et Yetzira, qui sont des malachim, les srafim, l'ofanim, les Chavot Kodesh. En tout cas, il y a une puissance incroyable dans chaque monde, et les sphirotes qui sont encore plus hautes, et le Gan Eden à Tarton, et le Gan Eden supérieur. Et ensuite, on a Atzilut, et ensuite, on a Keter, ensuite, on a des niveaux comme Akudim, comme Adam Kadmon. Et au-dessus de ça, on a le Tzimtzum, la première contraction, on a l'essence de Dieu et son émanation. L'émanation de Dieu, ce qu'on appelle l'émanation infinie de Dieu, le Or En Sof. Le Or En Sof, il a 3 niveaux. Il y a le niveau 3, le plus bas, on peut dire, celui qui va être la source des niveaux de Dieu qui vont pouvoir habiter le monde, les pénétrer vraiment à l'intérieur. Il y a le deuxième niveau qui représente justement un niveau de Dieu qui va transcender les mondes, etc., qui va pas vraiment s'adapter au monde, qui est un niveau très infini de Dieu qui s'appelle le Sovev Kol Almin, la source du Sovev Kol Almin. Et ensuite, on a le troisième niveau qui est l'endroit où la lumière et le luminaire ne font qu'un. Comme le rayon du soleil, à un moment, le rayon et le soleil se touchent. Et ben, c'est ce qu'on appelle l'essence de la lumière, le Etzem Haor. Et il faut savoir que le niveau 3 de Dieu, du Ikar Shrina, était sur terre avant la faute d'Adam Arishon. Ensuite, on l'a chassé avec les fautes. Et ce qui est revenu avec Moshe Rabbeinu, c'était le niveau 2 du Or En Sof, qui est encore plus proche, si on peut dire, de Dieu. Et ensuite, on a le numéro 1 depuis l'Admour Hazaken. Il y a 7 générations depuis l'Admour Hazaken jusqu'au Rabbi. Et on prend ici la partie la plus élevée de c'est justement cette partie-là qui va finaliser l'exil, qui va arrêter l'exil. C'est l'essence de la lumière qui est descendue à l'époque de l'Admour Hazaken et petit à petit est venue jusqu'à toucher la terre avec la 7e génération. C'est-à-dire que le Rabbi nous annonce dans le Mahamar la chose suivante. Le Rabbi nous annonce que cette génération, ça va être la génération
de la délivrance. Enfin, une seconde, il y a beaucoup de bruit qui vient. Peut-être ça vient de chez moi, je ne sais pas. Ok. Alors, Ne vous inquiétez pas, c'est des gens qui rentrent. audio, ok. Alors, très simplement, le rabbi nous dit justement ce soir-là du 11 Shvat 1951, c'était une bombe atomique qui venait de descendre dans le 770, dans le bon sens du terme, où le rabbi nous annonce, voilà, dans la 7e génération de l'Admour Hazaken, la Shrina va descendre sur la terre. Il parle de l'essence, le plus haut niveau de la Shrina, il parle du Etzem Haor, et jusqu'au rabbi précédent, il était une étape au-dessus de la terre. Quand on sait que ça va toucher vraiment la terre, quand on sait que ça va toucher le monde matériel, c'est à l'époque du rabbi. Et c'est exactement ça qu'on a pu ressentir, parce que toute la chassidoute en même temps de l'Admour Hazaken qui est venue, qui s'approchait de plus en plus vers nous, il faut savoir qu'à un certain moment, à l'époque du rabbi, elle a vraiment touché la terre. Ça veut dire quoi qu'elle a touché la terre? C'est que non seulement que vous avez vu que les émissaires du rabbi sont arrivés dans tous les coins du monde et ont apporté la profondeur de la Torah, mais en plus de ça, ce qui est important, c'est de voir que la Shrina, la chassidoute, grâce au rabbi, et grâce aux lekutosichot, on peut dire, les discours du rabbi, elle va pénétrer notre vie. Parce que d'étudier la chassidoute, des fois, c'est tellement profond. C'est vrai que ça nous aide à méditer, à avoir un éveil pour Akadosh Baruch Hu. Mais il faudrait voir pour ceux qui sont responsables des audios de pouvoir éteindre les autres audios pour pas qu'il y ait du bruit qui dérange. Et concrètement, la Shrina, à l'époque du Rabbi, on peut voir que la chassidoute, elle fait partie des enseignements qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Le Rabbi prend toute la chassidoute de l'Admour Hazaken, des Rebbeim, et il fait toucher le sol à cette chassidoute parce qu'elle nous accompagne vraiment dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut éteindre son micro parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit? Voilà, c'est possible, désolé. C'est la première fois que ça fait autant de bruit quand les gens rentrent. Ok. Ok. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez enlever tous vos micros, s'il vous plaît? Oui, peut-être la personne qui met le mien. Voilà, que tout le monde éteint le micro. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est un point qui est important. Maintenant, dans ce Mahamar de Bati Legani, ce qui est très intéressant, c'est que cette année-là, si on avait eu la chance d'entendre le Rabbi, on aurait entendu le 4e cycle de Bati Legani sur le chapitre 11. Le chapitre 11, pour moi, ce qu'on a dans les mains, c'est les Mahamarim des années Tafshin Mem Aleph, 1981, on va dire, et les années 61. Dans le dernier Mahamar que le Rabbi a commenté sur le 11e chapitre, il y a là-bas des messages qui sont des messages très importants pour nous. On va essayer d'en voir quelques-uns rapidement et en laissant un peu de place, parce qu'on a jusqu'à 45 pour développer aussi un petit peu le lien de Tu Bishvat. Il y a le sujet que Akadosh Baruch Hu nous appelle à la sortie d'Égypte, l'armée d'Hachem. Bon, à Pleuron, on ne ressemblait pas à une armée à ce moment-là, on était très affaiblis, on avait passé un exil très difficile. Et Dieu nous appelle l'armée d'Hachem, parce que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah, elle est en train de nous donner un message pour le futur. Pour quel futur? Pour le nôtre, pour la 7e génération. La génération qui sort d'Égypte, donc la génération qui sort de l'exil de Édom, notre exil, il faut savoir que nous, on va être appelés les soldats d'Hachem. Le mot soldat, ça vient du mot armée, Tzivot Hachem, et on rappelle que Chana, qui était une grande sadéquette, la mère de Shmuel, c'est la première à appeler Dieu Tsevakot. Donc ça fait partie d'un des 7 noms de Dieu qu'on n'a pas le droit d'effacer, comme le Talmud nous dit dans Masechet Shuvot, page 35. Et Chana, comme la Gemara Brachot, page 31, elle dit, c'est la première à avoir appelé Dieu. Mais dans la Torah, on est appelé Tzivot Hashem. Et pourquoi? Parce qu'Hachem aussi, c'est lié avec Hachem. Le mot Tzivot Hashem, l'armée, c'est de savoir qu'il n'y a qu'une armée qui va réussir à nous faire sortir de l'exil. Ça ne sera pas des personnes qui vont simplement s'inquiéter de leur côté personnel.
ou de leur judaïsme personnel. Ça va être des gens qui vont être sur le front pour justement se battre pour le klal, comme l'armée. L'armée, ce sont des soldats qui ne se battent pas que pour leur peau, mais qui se battent pour sauver, pas simplement leur famille, pour sauver le peuple entier. Donc, c'est important. Le rabbi dit qu'on est appelé une armée d'Hachem. Une armée qui va, justement, le but d'une armée, c'est la victoire. Comme le rabbi apporte du Charé Ora, d'un grand Mekoubal en Italie il y a plus de 700 ans, le rabbi Yosef Galantina, que le nom Tsevakot, qui veut dire le dieu des armées en deux mots, ça appartient à la sphira de Netzar. Netzar, ça veut dire gagner, c'est la victoire. Et c'est intéressant, c'est que dans la Kabbale et dans la Chassidoute, on parle des 10 niveaux, des 10 sphirotes, et Netzar, ce n'est pas une sphira, ce n'est pas un niveau très élevé, c'est le 7e niveau. Yachorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tifan, Netzar. En plus, la Kabbale, dans le Patach Elyon, on l'appelle les Barmi Goufa. Ça veut dire que c'est pratiquement extérieur, c'est quelque chose de secondaire. C'est pas que c'est les jambes. Très choquines aussi s'appelle. Donc, avec Netzar et Od. Donc, Tsevakot, ça veut dire ce nom de l'armée, d'Hachem des armées, en parlant aussi de l'armée d'Hachem, du peuple juif. C'est intéressant, c'est que c'est lié avec la Mida de Netzar, il dit le Rav Yosef Galantina. Et la Mida de Netzar, c'est le but d'une armée. Le but d'une armée, c'est de gagner. C'est pas simplement d'être à Buckingham avec un spodik et faire des photos avec. Le but d'une armée, c'est pour se battre et c'est pour gagner. Et donc, cette Mida de Netzar, pour nous la gagner, c'est marqué dans la Gemara Brachot, page 58. La Gemara nous dit Lecha Hashem Agedula Vagevura Vatiferet Ve'anetzach. Alors, on connaît Agdula, c'est Maaseh Bereshit, Vagvura, c'est Kriyat Yamsouf. Bon, il y a plusieurs explications là-bas dans la Gemara. Vatiferet, c'est Matan Torah. Ve'anetzach, c'est Binyan Yerushalayim. Netzach, c'est la construction de Jérusalem. Jérusalem, c'est le nom, d'après le Tosfot dans la page 16 de Ta'anit, c'est le nom qui représente la crainte parfaite. Parce qu'on sait que Malkitzedek avait appelé Jérusalem Shalem et que Avraham Avinu l'avait appelé Yérou pour dire la crainte. Dieu, ce qu'il a fait, il a fait la jonction des deux. Il a dit, je vais faire plaisir aux deux tzadikim qui ont donné deux noms différents. Yerushalem. Yerushalayim, ça veut dire, parce que ça s'écrit très souvent dans la Torah en majorité, sans le yud à la fin, pour dire la crainte entière, la crainte parfaite. En tout cas, Ve'anetzach, la victoire, c'est d'amener Jérusalem. C'est d'amener justement ce niveau-là de la construction du Beth Amikdash avec la délivrance où le peuple juif seront complètement annulés et tout le monde entier sera annulé au Créateur. Et donc, pour ça, il faut une armée. Cette armée, et c'est intéressant, c'est que est-ce que les femmes sont concernées? Parce qu'une armée, c'est plutôt un sujet de soldats, d'hommes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les armées, on commence à avoir de plus en plus de femmes, mais il faut savoir que la Gemara nous dit, dans Masechet Sota, page 44, que les femmes, bien sûr, qui sont concernées. Parce que quand on fait une guerre de mitzvah, les femmes sont concernées. C'est pour ça que le Minchat Chinour attaque énormément le Chinour quand il dit que les femmes sont exemptées d'effacer Amalek, de se rappeler d'Amalek, parce qu'après, ils sont concernés par la guerre. Une guerre de mitzvah, et là, on en parle d'une guerre de mitzvah, il faut achever l'exil, et c'est évident que les femmes sont concernées. Et il y a une chanson dans Parashat Beshalach, qui est la chanson de la victoire d'une guerre. Attention, le Hazi Ashir Moshe qu'on chante, c'est pas une chanson. Les gens ils pensent que c'est une chanson de gloire, de guerre, de victoire. Hashem Ishmil Chama, Hashem Shemo, Arik Harbi, Torishem Moyadi, Tirat Soyev. On parle c'est un chant de victoire, de guerre. Maintenant, regardez la Haftara qui a été choisie. La Haftara qui a été choisie, c'est la Haftara de Dvorah. C'est la chanson de Dvorah. Il y a plein de chansons, la chanson de David. Non, c'est la chanson de Dvorah. Et quelle chanson de Dvorah? Chanson d'une victoire. On sait que Dvorah, c'était une prophétesse énorme dans le peuple juif, qui était une juge. C'était les hommes qui étaient juges en général. Elle était juge, elle était prophétesse. La Gemara dans Megillah, elle la mentionne comme une des 7 prophétesses du peuple juif. Et pendant 20 ans, le peuple juif va souffrir d'un général de guerre très puissant où le peuple juif n'arrivait pas à riposter. C'était Sisra. Et Dieu va non seulement l'envoyer pour gagner cette guerre, pour réveiller le peuple. Et donc, la chanson de Parashat Beshalach, de Shabbat Shira, c'est la Shira de Dvorah
qui représente justement la victoire et grâce à la femme, parce que elle va, en plus, quand elle va prophétiser, elle va dire à Avinoam, Barak ben Avinoam, elle va lui dire, regarde, toi, Dieu m'a dit que tu dois aller faire la guerre contre Sisra avec 10 000 hommes et tu vas gagner. Et il lui a dit, non, j'irai pas sans toi. Il dit, tu m'accompagnes. Il n'y a qu'avec toi que j'aurai confiance de gagner. Donc, Dvorah, la prophétesse, a répondu, d'accord, je t'accompagne, mais sache que ce n'est pas toi qui va réussir à tuer Sisra, ça passera par une femme. Et ça va être Yaël qui va tuer donc Sisra. Mais en tout cas, on voit que la chanson de la victoire d'une guerre, parce que Dieu a fait la guerre aux Égyptiens pendant l'ouverture de la mer, et ça se résume dans l'Haftara par la victoire d'une femme, et ce n'est pas pour rien que la première qui a appelé Akadosh Baruch Hu Tsevakot, qui veut dire le nom de la guerre, c'est une femme, c'est Hana. Pourquoi? Parce que, comme le Rabbi l'explique dans le Mahamar, il va falloir des points très importants pour gagner cette victoire, pour achever l'exil. Comme j'ai dit, il va falloir d'abord, pour gagner, vous savez que les soldats, pour gagner, ils ont besoin d'un moral en béton. Et là, le rôle de la femme, c'est comme Barak ben Avinoam a dit, je ne vais pas sans toi, Dvorah. Ça veut dire que la femme, elle veut être justement une soldate ici de Bati Legani pour terminer la galoute. Comment? Parce que les hommes n'arrivent pas à faire leur travail seuls. Et comme le Rabbi dans le Mahamar, le dernier Mahamar qui commente le 11e chapitre, le Rabbi dit là-bas que la femme, que cette victoire, elle va venir justement animée par la Yirat Shamaim. Et comme Shlomo Amelech, il dit, Isha Yirat Hashem ititala. Et donc, c'est pour ça que la femme, elle a un rôle énorme. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut y croire à tout ça. Vous savez, on est en exil, qu'on est la 7e génération, que c'est nous qui allons terminer l'exil. Parce qu'un soldat qui ne croit pas en la victoire, c'est un désastre. Et c'est pour ça que le Rashbam il dit que toutes nos délivrances, dans Masechet Megillah, page 4, toutes les délivrances sont venues grâce aux femmes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la Emouna. Et la Emouna, elle est contagieuse. C'est-à-dire que quand la femme, elle y croit à fond, elle est capable d'encourager l'homme et de lui rappeler, on est la 7e génération, il faut terminer l'exil. Et aussi, une des choses, comme le Rabbi dit dans le Mamar, qui c'est qui arrive à descendre la Shrina en bas? C'est Moshe Rabbeinu, le 7e. Et le 7e, il est aimé. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a du cœur. Et il ne peut pas rester les bras croisés. Vous savez, les hommes, très souvent, ils assistent à des situations, ils ne sont pas l'homme de la situation. Il faut avoir du cœur pour être l'homme de la situation. Et ce que Moshe il fait, c'est étonnant que quand on ouvre un livre de tzadikim et on lit sur un tzadik, c'est quoi les premières choses qu'on nous dit dans l'historique d'un tzadik? Eh bien, c'est que depuis qu'il était petit, il savait répondre à Kaddish, il connaissait les Mishnayot par cœur, il priait bien, etc. Qu'est-ce qu'on raconte sur Moshe Rabbeinu? C'est quoi son historique? Son historique, c'est que c'était un cogneur, il pouvait faire partie du Bétar, parce qu'un Égyptien, il a frappé un Juif, et ben lui, il est venu, il a frappé l'Égyptien. Ok, donc on peut le prendre pour le Bétar. En plus, c'est un don juan, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que deuxième histoire qui est marquée dans la Torah sur Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est qu'il y avait des filles de Yitro, des non-juifs qui étaient là, en train de faire la queue pour puiser de l'eau. Il y a des voyous qui sont venus, qui les ont bousculés. Il est venu, il s'est battu pour des femmes, etc., pour les sauver. Il est galant. Il va ils vont leur faire récupérer la place. Il va arriver en vainqueur, accompagné par 7 filles, chez le père Yitro, le plus grand idolâtre qu'il y avait à cette époque. C'est la deuxième histoire de Moshe Rabbeinu qui est dans la Torah. Pourquoi la Torah nous raconte ça sur lui? Elle pourrait nous raconter plein d'autres choses. Eh bien, elle nous raconte ça parce que Dieu dit, mais pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est lui qui délivre le peuple juif? Pourquoi Moshe Rabbeinu, on dit c'est le premier libérateur et le dernier libérateur, malgré que le dernier libérateur, il viendra de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a du cœur. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est qu'une personne qui ne pense pas, qui n'est pas égoïste. Pourquoi des fois, une maison, des fois, elle peut, quand la maman, la femme n'est pas là, la femme de maison n'est pas là, la maison, elle peut malheureusement se détériorer petit à petit. La femme, elle est là justement pour tenir tête et voir que toutes les choses, que les enfants vont avoir leur manger à l'heure, que les vêtements vont être propres, que chaque chose. Pourquoi elle a la tête à ça? Parce qu'elle a
ce cœur-là. Et c'est intéressant, c'est que il y a dans un endroit où la Torah, elle parle de Moshe Rabbeinu au féminin. Va t'edaber Eléon. Pourquoi au féminin? On sait que Moshe Rabbeinu, il va naître d'une relation interdite après le don de la Torah. Moshe Rabbeinu, il va naître de la relation entre la tante, Yocheved, et le neveu, Amram. Et c'est quelque chose qui est interdit après Matan Torah. Un oncle peut se marier avec sa nièce, mais pas le contraire. Pourquoi? Parce que c'est très important dans le relationnel entre l'homme et la femme que l'homme, ça soit le mashpia, celui qui prend les choses a priori en main officiellement, et la femme qui est la receveuse. Et pour que ça soit gardé, il ne faut pas se marier avec une tante, parce qu'une tante, c'est comme un parent. On respecte nos tantes comme on respecte notre père un petit peu. Et donc, automatiquement, ça pourrait changer la donne. Mais Moshe Rabbeinu, il devait naître d'une relation où, en vérité, Amram, son père, il va être un petit peu dominé par sa tante. C'est un sentiment normal de respecter sa tante. Et comme ça va donner des gènes à Moshe Rabbeinu féminines. Et ces gènes féminines dans le bon sens du terme, dans le sens où Moshe Rabbeinu, il va avoir ce côté de Mekabel, quelqu'un qui peut recevoir une information, qui peut s'inquiéter, qui peut prendre à cœur les choses. Et donc, c'est pour ça que les femmes, ils ont un rôle énorme dans le Bati Legani, dans la Shrina en bas, parce qu'il ne faut pas oublier ce que Rabbi Lazar Ben Arach, il a dit dans Pirkei Avot, parmi toutes les bonnes qualités, la meilleure des qualités, c'est l'Eftov, c'est un bon cœur. Et ça, c'est ça que bon, même les hommes qui m'écoutent, s'il y en a quelques-uns, c'est un shiur dédié aux femmes, mais en tout cas, il ne faut pas qu'ils soient non plus amoindris, mais c'est le message. Le message, c'est pour ça que c'est Hana qui appelle Hachem Tsevakot, parce que pour gagner, pour sortir d'Égypte, il faut Tsevakot, il faut une armée. Pour gagner, il faut avoir de la conviction, il faut avoir du cœur, parce que si on n'a pas du cœur, on ne va pas vouloir s'occuper d'autres choses, et on a besoin de s'occuper de tout l'âme Israël. Il faut œuvrer pour la communauté, œuvrer pour la Torah et les mitzvot. On ne peut pas se contenter que d'œuvrer pour soi-même. Je vais dire quelques mots rapidement, j'ai 5-6 minutes, on a commencé un peu en retard, peut-être on va prendre jusqu'à 10 minutes maximum, et pour parler un petit peu de Tu Bishvat. Il faut savoir que Tu Bishvat, c'est Rosh Hashanah, Laïlan. C'est intéressant le terme, ce n'est pas marqué dans la Mishnah Laïlanot, c'est marqué Rosh Hashanah, Laïlan, comme si il y avait un seul arbre. En plus, on ne comprend pas tellement pourquoi, ok, Rosh Hashanah pour les arbres, pour les fruits, bon, Mazal Tov aux fruits, mais quel rapport avec moi? Pourquoi moi, je ne fais pas Tachanou le jour de Tu Bishvat? Pourquoi moi, je festoie Tu Bishvat? Pourquoi un Khatan Kala qui se marie Tu Bishvat, il ne jeûne pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la fête des arbres, ce n'est pas la fête de l'homme. Oui, l'homme, il est comparé à l'arbre, comme la Torah dit dans Parashat Shoftim. Mais concrètement, c'est quoi ce terme Rosh Hashanah pour l'arbre? Alors, dans la Kabbalah et dans la Chassidut, on explique la chose suivante. C'est que l'arbre, on parle de l'arbre qui a fait la première faute. L'arbre de Etz Hadat, de la connaissance du bien et du mal. En vérité, Dieu avait dit à Adam Arishon qu'il peut goûter de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la connaissance. Il avait le droit de goûter à l'arbre de la connaissance. Il y a une opinion qui dit qu'il pouvait le goûter à partir de Shabbat. Une autre opinion qui dit non, il pouvait même goûter avant Shabbat. La seule chose, c'est qu'il fallait qu'il goûte de l'arbre de la vie avant de goûter de l'arbre de la connaissance. C'est comme si quelqu'un qui va aller étudier à l'université avant d'aller étudier à l'Yeshiva, etc. Il voulait étudier l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la Torah. Etz Chaim ila machazikim ba. L'arbre, il représente le fruit, il représente le plaisir. C'est les desserts. D'accord? Le fruit, c'est pas comme le blé, l'orge, c'est des aliments élémentaires pour vivre, c'est pas du luxe. Le fruit, il représente justement quelque chose d'extraordinaire, ça représente le profit, le ta'anoug, le plaisir. Et Hachem, il dit, ok, il y a le plaisir dans ce monde. Dieu, il a permis d'avoir une voiture, il a permis d'avoir une belle maison, il a permis d'avoir une femme, un homme pour se marier, etc. Il nous a permis de manger, il nous a permis d'aller en vacances. Il n'y a pas de problème. On peut aller en vacances de février, sauf si on ferme, s'il y a un confinement. Mais en tout cas, il y a des choses. Le monde, Dieu nous a donné des permissions. La seule chose, c'est quoi nos priorités? Est-ce que notre plaisir, il est d'abord dans la Gdusha? On a le kiff de faire sa prière. On est heureux d'aller étudier la Torah. On est heureux de diffuser la Chassidut. On est heureux de terminer la galoute, etc., en amenant des mitzvot et des mitzvot. Donc, c'est une question de priorité.
Dieu, il dit, vous avez le droit de goûter de tout le jardin. Vous avez le droit de goûter à la Torah, vous avez le droit de goûter à ce monde, les choses permises, bien sûr. Mais par quoi vous allez commencer? Il faut commencer par la Gdusha. On commence sa journée par la Tfila, par le Modéani. On commence par la Torah. Ensuite, on va vers le monde. Et la première chose, ce n'est pas simplement dans le temps, dans le timing que je mets la Torah avant. C'est dans mes priorités, dans mes convictions. J'ai plus de bonheur à voir mon fils prendre un sidour. Et j'ai plus de bonheur à me voir étudier la Torah et à faire des mitzvot que d'avoir un profit à m'acheter un beau vêtement, à m'acheter une belle perruque ou un beau foulard ou des belles chaussures, etc. C'est là-bas qu'Hachem va nous juger. C'est quoi notre priorité? C'est quoi Rosh Hashanah, la Ilanot? C'est qu'il faut savoir que à l'époque, on travaillait beaucoup la terre. On était des paysans, très souvent dans les époques lointaines. Et ça fait que les moments où on étudiait le plus de Torah, c'était en hiver parce qu'il n'y avait rien à faire dehors quand il pleuvait. On avait semé déjà au début en Cheshvan, et donc on était plutôt là à étudier la Torah pendant l'hiver. Et ensuite, lorsque les arbres commencent à fleurir, etc., qu'on appelle la Chanata à partir de Toubishvat, le rov des pluies se sont arrêtés, la majorité de l'hiver est passée, on commence à voir un petit peu plus clair, on commence à espérer le printemps qui arrive. Alors, lorsqu'on voit ces bonnes nouvelles qui arrivent devant nous, ben ça représente justement en même temps le fruit, le plaisir de ce monde. Ben ce plaisir de ce monde, il vient après qu'on a fait Tchouva, qu'on a fait Elul, qu'on a fait Tishrei, qu'on a étudié la Torah, et ensuite on va vers après l'arbre de la vie. Donc c'est pour ça c'est Rosh Hashanah la Ilan. On est en train de réparer le problème de l'arbre. Et concrètement, on y a beaucoup de choses à dire sur Tou Bishvat, mais comme le temps il passe, je veux simplement dire que le rabbi il a des sirotes extraordinaires dans les années 89, surtout 90, sur chaque partie, même en 91, 92, le rabbi a reparlé des fruits d'Israël et comment chacun de ces fruits il a un enseignement. Le mot Eretz, c'est un enseignement, etc. Mais en tout cas, c'est tout un travail intérieur. Chita, c'est le manger de l'homme qui représente de nourrir sa neshama d'abord, ensuite de travailler l'âme animale, il faut travailler ses midot, ça c'est Seora, qui était un aliment animal, comme la Gemara dans Sotal dit, comme au début de Masat Pesachim, c'est marqué. Teena, Geffen, c'est la joie dans la Vodat Hashem, il faut avoir de la joie, le vin. La Teena, ça représente les premiers vêtements que Dieu il a habillés Adam Arishon et Chava. Les vêtements, c'est avoir des vêtements propres, avoir la pensée, la parole et l'action qui sont propres, sans avoir de la shonara, de mauvaises pensées sur quelqu'un ou sur de mauvaises choses, etc. Et Rimon, d'être rempli de mitzvot, etc., etc. Donc, il y a tout un travail. Et c'est pour ça que c'est important comme message, c'est que le Bati Legani, il vient nous dire, vous êtes des soldats pour terminer l'exil. Mais pour terminer cet exil, il faut savoir qu'il faut quand même être plein de Gdusha. Ce n'est pas simplement qu'on va simplement penser à répéter un beau discours chassidique à quelqu'un, on va penser à raconter une belle histoire, à mettre des tuiles à un juif, mais il faut que nous-mêmes, on a un travail personnel. Comme le rabbi dans ce mamar, il parle de Yirat HaRomemot, une crainte du ciel énorme qu'on doit avoir. On doit être animé, les shluchim et les shluchot, tout le monde sont des shluchim et des shluchot, etc. On est tous les envoyés d'Hachem. Et on a tous cette mission, on fait partie tous de l'armée d'Hachem, et au contraire, les femmes en avant, puis comme j'ai expliqué, c'est pour ça que la chanson de victoire, c'est la chanson de Dvorah et pas la chanson de David Ameller ou d'autres chansons. Je termine simplement avec le point que on peut se dire après des années où on ne voit pas le rabbi, de nos yeux de chair et de sang, on peut se dire que on pourrait tomber dans un certain désespoir, on passe Yud Shvat, encore une fois, on n'est pas avec le rabbi avec nous, et on peut dire que tout son bâti Legani, peut-être, Chas v'Shalom, à un certain moment, il y a un plan qui s'est dérouté, qui n'arrive pas à aboutir. Alors, simplement pour donner un petit peu de force, 2 minutes sur ce sujet, j'ai 2 minutes. Il y a la Gemara dans Sanhedrin, j'avais parlé de ça au 770 l'année dernière, en français et en hébreu. Ils avaient eu la patience de m'écouter aussi en français au 770, mais en tout cas, c'est très fort pour cette année, qui est la 70e année, que il y avait Yehuda et Chizkia, c'était les 2 fils de Rabbi Chia. Ils étaient à table avec Rabbi Yehuda Anassi.
Et la Gemara nous raconte que, comme ils étaient jeunes, ils étaient devant un des plus grands érudits de la Torah, Rabbi Yehuda Hanassi. Et ben, Rabbi Yehuda Hanassi leur dit, est-ce que vous pouvez faire un petit Dvar Torah? Ils étaient des jeunes de 15-16 ans, dites un Dvar Torah. Ils avaient honte de parler. Imaginez-vous que vous êtes à table avec le Rabbi et le Rabbi vous demande de parler un Dvar Torah. Donc, ils étaient figés. Alors, il a dit, servez-leur du vin. Faites-les boire, comme ça, ils vont se décoincer. Gavra Chama Adardeki, faites-les boire et ils vont se décoincer, dire un Dvar Torah. Et là, ils ouvrent leur bouche et un enfant, il parle, il dit, il faut savoir que juste avant que Mashiach il va venir, la tête de Rabbeinu Shebabel, sur la tête vous savez que c'est marqué David Amelech Chai Vekayam, il vit éternellement. C'est quoi il vit éternellement? C'est que dans chaque génération, normalement, il y a quelqu'un qui dirige le peuple juif qui est descendant de David. Et c'est ce qui était à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était un descendant de David Amelech qui continue à gérer le peuple. Il dit, sache qu'avant Mashiach, le tzaddik qui représente David, la génération de David Amelech, elle va disparaître juste avant que Mashiach y vienne. Alors, il l'a pris très très mal, Rabbi Yehuda Hanassi. C'est ça le Dvar Torah que vous me dites? Vous voulez me mettre des épines dans les yeux? Kotsim atem samim li beinaim. Vous mettez des épines dans les yeux? Qu'est-ce que ça veut dire que vous m'annoncez, moi qui est représentant de David, qu'avant que Mashiach va venir, mon descendant ne sera pas là pour diriger, il va avoir une interruption? Alors, Rabbi Chia, qui était le père de ces deux enfants, il a essayé de défendre. Il a dit, mais ne t'inquiète pas, Rabbi Yehuda Hanassi, le vin, Yahin, c'est la valeur numérique de 70. Yud, Yud, Nun, ça fait 70. Et le sod, le secret, c'est 70. Quand le vin rentre, le secret sort. Donc ne t'inquiète pas, c'est un secret qu'ils ont dit. Alors, et là, Rabbi Yehuda Hanassi s'est calmé. Alors la question que j'ai posée sur ce Talmud l'année dernière, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au contraire, vous m'aggravez les choses. Si encore vous m'aurez dit, puisqu'ils ont bu du vin, ils sont sous, ils disent n'importe quoi, vous me rassurez. Vous me dites non, le vin est rentré, le secret est sorti. Donc, comment ça peut apaiser Rabbi Yehuda Hanassi? Alors l'explication, elle est très simple. C'est que, en vérité, Rabbi Yehuda Hanassi, il savait très bien, il avait vu à l'avance les choses. Il dit, vous avez mis des épines dans les yeux. Il avait vu le processus. Avant que le Shabbat il arrive, qu'est-ce qui se passe? On goûte des plats du Shabbat. Comme on goûte des plats du Shabbat, parce qu'on doit goûter au Shabbat avant le Shabbat. La même chose, avant que Mashiach il arrive, qui est le descendant de David, il faut goûter aussi à David Amelech, au roi David, pendant l'exil. Et ça a recommencé. À l'approche du Mashiach, il y a eu l'Admour Hazaken, descendant de David. Ensuite, on a eu l'Admour Emtsaï, on a eu des Rébim qui étaient descendants de David, qui ont, d'après tout le monde, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la Chassid des Forchama, ils ont une influence énorme. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, le Tania, aujourd'hui, il a fait toutes les frontières. Donc, les descendants de David, ils sont en train d'être goûtés pendant la fin de l'exil, comme on goûte des plats du Shabbat juste avant l'entrée. Et donc, et la puissance de David Amelech, elle va en s'accentuant, elle va en augmentant. Et à l'époque du précédent, et ensuite à l'époque du Rabbi, c'est l'apogée. Vous vous rendez compte des soldats, là, c'est des vrais soldats, des soldats qui sont sur le terrain, au Japon, en France, de partout, dans le monde entier, en Amérique, n'importe quel endroit. Il y a des soldats, et donc la royauté de David, elle est là, en effervescence. Et donc, Rabbi Yehuda Hanassi, il est heureux de voir tout ça. Et d'un seul coup, on lui annonce une mauvaise nouvelle. Ses enfants, ils disent à Rabbi Yehuda Hanassi, sache qu'avant que Mashiach va arriver, ce qui va se passer, c'est que le tzaddik de David Amelech, on ne va plus le voir. Mais non, ce n'est pas possible, ça fait qu'augmenter depuis l'Admour Hazaken et ça s'arrête maintenant. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent? Il le calme comme ça, il dit c'est Nichnas Yain Yatsasod. C'est le secret. Ce n'est pas le sens simple. Quand on dit le Rabbi, il est parti, le Rabbi, il n'est plus là, etc., ce n'est pas dans son sens simple. Le Rabbi n'a pas quitté le bateau. D'une manière extérieure, dans le pshat, dans le sens simple, oui, mais ce n'est pas le sens simple que ça est dit. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un sot, c'est un secret. En vérité, le Rabbi, il est caché, il est là, mais il nous accompagne. On voit que chacun, comment aujourd'hui les shluchim, ils reçoivent des réponses. On voit les miracles du Rabbi qui continuent à nous accompagner, à nous écouter. On le sent plus proche que jamais. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est ce qui va apaiser Rabbi Yehuda Hanassi. Il va lui dire, vous avez mis des épines dans les yeux? Non, non, t'inquiète pas. En vérité, c'est un secret. Le Rabbi se cache, mais il est parmi nous. Et le projet de Bati Legani n'est pas terminé. Il est justement là et on va le terminer. Et c'est justement pendant que c'est plus dur qu'on a besoin de vrais soldats. Il y a des parties de guerre qui sont les plus sanglantes, les plus difficiles. C'est ceux-là où on a un voilement. Mais Bezrat Hashem,
ensemble, on va réussir à achever cette galoute et on compte aux femmes justement pour être là derrière les hommes parce que Barak ben Avinoam, il n'a pas voulu partir en guerre sans Dvorah. Et donc, on partira, on ne peut pas être en guerre sans vous. Et donc, il faut que vous soyez là justement pour vous rappeler au mari d'aller à la choule le matin, d'aller étudier la chassidoute, d'aller diffuser la chassidoute par vous-même, par vos enfants, par la Hirat Shamaim que vous faites régner dans une maison pour emmener Bezat Hashem et activer la Géoula Shlema. Encore une fois, ce show, il est dédié à Yitzhak Ben Massoud. Je suis désolé que j'ai pris un peu plus de temps. Voilà, j'espère que j'ai pas à la personne qui doit parler juste après moi, que je ne l'ai pas trop embêté avec ça. Ok, Sorot Tovot. Merci beaucoup, Rav Abishid. Très court, très poignant. Alors maintenant, on va faire place à Monsieur Atef Barbouche, qui s'occupe du... alors, juste que je me souvienne bien du nom. La ferme de Longchamp, voilà. Primeur là-bas, et qui est passé maître dans l'art de faire d'une assiette de fruits un chef-d'œuvre. Donc maintenant, on va lui laisser place. Je vais activer son micro. Alors, voilà. Voilà, monsieur. Normalement, vous pouvez mettre votre micro. Allô? Oui, c'est bon. On vous entend parfaitement. Je vous laisse la parole. Bon, on se voit ou on voit ou pas? On vous voit, on vous entend. Ok, bah moi je ne me vois pas, c'est un peu bizarre. Ah, ok. Tout va bien. Ok. Enchanté tout le monde. Donc, c'est ma première avec vous ce soir. Donc merci déjà pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc on est là vraiment pour partager un moment fruité. Donc ce soir, on va essayer de faire un petit plat de fruits coupés. Apparemment, on va l'offrir à une tierce personne, je ne sais pas. On en parlera à la fin. Normalement, on a pris la liste de toutes les personnes qui sont sur le Zoom et on fera ça à la fin. Ouais. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est de vous faire un joli plateau de fruits coupés. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc du coup, on a pris quelques fruits qui sont là. J'ai pris de la belle mangue, de la Kent. C'est une variété qui est très fondante, qui est très sucrée, qui est très fondante, qui est très sucrée et qui est très bonne. Elle a un goût incroyable. Ensuite, on a pris de la grenade, des grosses graines pour pouvoir les épépiner. Je vais vous montrer une petite technique facile pour pouvoir épépiner les graines facilement d'une grenade. On a pris également un fruit du dragon de couleur blanche. Il y a les rouges et les blancs. Aujourd'hui, on a pris un blanc. On a pris un ananas du Bénin. C'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ananas qui a une chair blanche, mais qui est très sucrée. Vraiment très bon. Il a une chair qui est très tendre. Et on a pris de la belle orange sanguine d'Italie en ce moment et des kiwis. Voilà. Et quelques petits fruits rouges qui sont juste là, des framboises, des groseilles, des mûres et des myrtilles. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. On voit parfaitement. Ok. Donc là, je pense qu'on va pas voir beaucoup parce que le principal, c'est de voir comment je découpe les fruits et comment je les mets en place. Donc du coup, je vais libérer un peu l'espace qui est ici. Donc l'assiette, je ne sais pas si vous la voyez, si je la mets là. Oui, très bien. Ok. Donc j'utilise toujours des très grands couteaux, très grandes lames pour couper mes fruits. Parce qu'en fait, ça m'aide et ça a une facilité de pouvoir contourner le fruit sans comme on dit, couper trop de chair, quoi. Donc, on essaie vraiment de couper à ras pour essayer de garder plus de produits. On commence par enlever la tête et le bas. Je donne une surface plate pour pouvoir le poser, pour pouvoir travailler. Et ensuite, on va venir inciser la première tranche. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de chair du tout sur la peau. Et ensuite, on va continuer, en fait. On va continuer dans ce sens-là et on va venir comme ça, raser vraiment à l'extrémité de chaque peau à chaque fois. Et en fait, ça va nous permettre d'enlever la peau de l'ananas, mais sans enlever la chair. Alors, s'il y a des personnes qui posent des questions, est-ce que vous pouvez y répondre en même temps? Il y a Oui, une bien dame sûr, qui demande comment s'appelle la catégorie de mangue. Elle n'a pas bien entendu. Alors, la Kent, la variété Kent, K-E-N-T, c'est une variété qui est fondante et très sucrée. En fait, elle est cueillie sur l'arbre à la dernière minute et elle est envoyée par avion, d'où son goût et sa fraîcheur.
Parfait. Je vous poserai les questions en même temps, comme ça, il n'y a pas besoin de les Oui, lire. bien sûr. Donc là, on sait qu'on a un noyau au milieu. J'ai envie de relever les deux extrémités de l'ananas. C'est dommage que je ne puisse pas vous faire goûter parce qu'il a l'air succulent, hein. Alors, là, on voit bien quand je le mets comme ça ou pas? Oui, oui, on voit très bien, on voit toute la table. Ok, donc là, je vais couper des fines lamelles en fait de l'ananas, tout le long de l'ananas. Alors, j'imagine que tous ces fruits dont vous parlez, on peut les trouver chez vous, donc au marché de... À pas la ferme de marché. Longchamp, À effectivement. la Bah, la ferme de ferme de Longchamp. Longchamp, la ferme de Longchamp, ça existe depuis 1948. C'est une maison qui fait de la sélection de fruits depuis une décennie. Et honnêtement, la qualité des fruits, elle est vraiment incroyable. Donc là, on a l'ananas, je ne sais pas si on le voit, vous voyez, je l'ai mis en lamelle, je l'ai aplati. Donc je vais juste venir le placer, vous voyez, je le prends. Pourquoi je prends un long couteau, vous voyez, donc ça me permet aussi de placer le produit, de pouvoir travailler le produit sur l'assiette. Donc là, je vais venir glisser, voilà, vous voyez, une tranche d'ananas. On va faire la même chose de ce côté-là. En fait, là, on va créer la scénographie de base. Et ensuite, on va venir jouer avec les couleurs pour la finition. Et on va finir avec 2-3 décors. Et vous allez voir qu'avec 2-3 fruits, on peut vraiment faire des merveilles à la maison. Donc, du coup, je continue avec l'autre moitié. Donc, je glisse sur le couteau, j'aplatis. Je fais la même chose. Je prends et je glisse. J'aime beaucoup travailler en symétrie sur une assiette, qu'elle soit ronde ou rectangle ou carré. Donc, je vais toujours travailler des deux côtés, mais de la même forme. Ensuite, on a la mangue. La mangue, très très important, il ne faut jamais la couper au couteau. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on jette beaucoup de chair et c'est vraiment dommage. Il manque de qualité de cette qualité-là. Il faut vraiment la préserver et enlever le maximum, le minimum de chair, quoi. Donc, du coup, on utilise un économe pour éplucher la mangue. Donc, regardez, ça s'épluche très facilement. Ouais. Et en même temps, on ne jette rien. Vous voyez, vraiment, on préserve toute la mangue. Allez, regardez, il n'y a que de la peau. Voilà. Ensuite, et bien sûr, il y a un noyau. On n'hésite pas à le contourner si on le croise avec le couteau. On pose la mangue. Et on va faire la même chose qu'on a fait là avec les ananas. Voilà. Et là, en fait, avec ça, voilà, vous voyez, j'ai pris la moitié d'une demi-mangue. Donc, du coup, que j'ai posé, que j'ai coupé en lamelles. Ensuite, regardez, je vais les écarter, les petites pétales. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à me dire, je Très déplace bien, la très bien. caméra. Donc, je déplace les lamelles. Et ensuite, je vais venir retourner, regardez, je vais venir contourner ici pour en faire une rose. Vous voyez? Magnifique. Ensuite, on la prend sur le couteau. On fait la même chose que pour l'ananas et on va venir la poser. Voilà. On va la mettre par là. Hop. Ensuite, on prend l'autre moitié. Là, on va la poser comme ça. Et on va l'ouvrir juste à côté de l'ananas. Voilà. Tous les petits morceaux de fruits, à chaque fois, moi, je les mets dans un petit bol comme ça. Et j'en fais une petite salade de fruits. Ça ne jette rien. Ensuite, on reprend l'autre moitié de la mangue. On ne va pas prendre toute la moitié, on va prendre juste un petit morceau. Histoire de faire comme une petite mini-mangue en damier. Vous voyez, donc du coup, on a une petite surface comme celle-là.
Là, je vais venir quadriller la mangue de chaque côté. Bien sûr, on fait attention de ne pas la couper de l'autre côté, hein. Vraiment, on essaye quand on coupe la mangue, on y va doucement pour la première fois, parce que si on l'abîme la mangue de l'autre côté, elle n'aura pas la magie d'ouverture quand on va faire juste après. Donc, du coup, on fait vraiment attention à ça. Donc, du coup, on coupe de deux côtés. Voilà. On va venir la mettre là. Donc, vous voyez, la scénographie du plateau de base commence à prendre forme. Ensuite, on a le fruit du dragon. On va faire la même chose, comme tout à l'heure, pour la mangue. On va couper des plus gros morceaux. On ouvre. Vous voyez, on la glisse sur le couteau. Ensuite, on va prendre des oranges sanguines, un exemple. Voilà, des très belles oranges sanguines. Vous allez voir, et on va faire des petits carrés. On va bien se placer dans les assiettes. Allez, on fait un petit carré. On va passer ici. On jette rien, on garde les morceaux d'orange sanguine. On va utiliser pour la salade de fruits. Ensuite, on va casser la couleur avec des fruits de la passion et des fruits rouges. Donc, on va ouvrir 2 fruits de la passion. On va en placer un ici et un juste ici. Donc, on n'hésite pas à les regarnir s'ils ne sont pas assez pleins. Ensuite, on va prendre les fruits rouges. Derrière, on va prendre une pomme verte. Vous allez voir, c'est une astuce très sympa, celle-là, hein. Regardez bien. Qu'on peut refaire dans un cocktail, dans un dessert. Très joli. C'est un bel aspect visuel. Donc, on va couper les pommes. On la mêle très, très fine. On prend un pic à brochette. Vous avez vu, de cette taille. On va venir piquer la pomme vers le bas. Et en fait, vous allez voir, quand on l'ouvre, eh ben, ça nous Ah fait oui, une belle petite rosace de pomme. magnifique. Ensuite, cette rosace de pomme, on va venir la mettre au centre du plateau. Donc, ce qui va nous donner ceci. Très bon. Ensuite, on va jouer avec la mûre parce qu'on a beaucoup de rouge et de blanc. Donc, on va casser avec le noir, c'est-à-dire la mûre. On va faire un glissement de groseille par ici. Un autre juste derrière. Ensuite, on prend la grenade. La grenade, c'est toujours un peu compliqué à y pépiner. Des fois, ça ne donne pas envie parce qu'on se dit, ah, c'est trop long, c'est trop long.
Certains connaissent peut-être la technique Je suis sûre que certains ne connaissent pas. et peut-être d'autres ne connaissent pas, c'est vrai. Donc, du coup, d'abord, on enlève la tête. Et en fait, on va venir dans un premier temps la cisailler. On la coupe pas. On la coupe surtout pas. On cisaille l'extérieur de la peau. C'est-à-dire, on va tourner tout autour de la grenade en la cisaillant comme ça. D'accord. OK? Dès qu'on a fait ça, en fait, c'est pour pas abîmer les graines qui sont au centre, vous voyez? Si on coupe, ben, on abîme les graines, on les coupe en deux. Et le but, c'est de pas les abîmer. Donc, du coup, ensuite, on va essayer tout doucement de l'ouvrir. Ah oui. Là, on va faire une incision de 4 côtés, c'est-à-dire là, là, là et là. Une légère incision, juste pour ouvrir un peu la grenade. Là, on l'écarte. On va mettre là. Et en fait, on va venir tapoter la grenade. C'est-à-dire, on va taper dessus comme ça, avec le bas du couteau. On tape. Et là, on a toutes les graines qui tombent, toutes seules. Ah oui, comme par magie. Voilà. Pas besoin d'aller les chercher bien loin. Et comme vous pouvez le voir, regardez. Ensuite, on va prendre cette petite graine. On va la faire un peu à la solde B, à mettre un peu les graines un peu partout sur l'assiette, sans en mettre trop. Juste histoire d'embellir l'assiette. En plus, on est en période de fête. La grenade, Totalement. c'est très bon. Ça va en aider plus d'une, je pense. Exactement, et c'est excellent pour la santé, la grenade. J'adore ce fruit. On peut le boire en jus, en graines. Mais c'est vrai que ça reste toujours mieux de le boire en graines parce que le plus important dans la grenade, c'est la petite pigmentation blanche qui est à l'intérieur, c'est la petite graine. Et quand vous buvez le jus, en fait, vous buvez que le jus de la grenade, mais vous n'avez pas les petites graines. Et c'est là où il y a tous les bienfaits nutritionnels de la grenade. Ah bon, bon à savoir. C'est très bon, ce jus de grenade. Voilà. Donc, cette assiette. Alors pour celles qui demandent est-ce qu'on peut revoir la pomme, je ne sais pas si monsieur va Bien pouvoir, sûr, mais bien en tout sûr. cas, de Avec toute plaisir. façon, en tout cas, tout le Zoom est enregistré, donc il sera ensuite en Alors, pour la pomme, c'est très ligne. simple. On prend une pomme. Quand on coupe la pomme, on la coupe à ce niveau-là. On ne la coupe pas au milieu. D'accord? On prend juste cette tranche-là. D'accord? On coupe cette tranche. Donc, on a une petite lamelle qui est comme ça. Voilà. C'est bon, je l'ai rattrapée. Donc, elle est là. Donc là, on va couper juste des petites lamelles, toutes fines. On y va doucement pour la première fois parce qu'on peut se blesser. Ah oui, on n'a pas la même dextérité en plus. Et moi, je me suis beaucoup blessé dans ma vie. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, hop, on la pince bien fort. En fait, quand on a coupé les lamelles, il faut la pincer bien fort avant de mettre le pic à brochette. D'accord. Et en fait, là, je vais la prendre. Je n'ai pas encore mis le pic à brochette, mais ça tient quand même. Regardez, elle est coupée en lamelles et elle tient. Vous voyez, c'est beau, hein, le fruit. Hein. Ouais. Et en fait, le pic, je vais essayer de le tenir doucement. Le pic, on va le mettre à ce niveau-là. Ici. D'accord. Pas au milieu. Ici. Justement, c'est pour qu'il lui donne cet effet de rondeur, en fait. Donc, de là, on pique. Et en fait, on vient l'ouvrir comme un stylo. Vous voyez? Super joli. Très très bon. Alors, il y a une dame qui demande quelle est la meilleure catégorie de grenade que vous connaissez ou la provenance. En fait, il n'y a pas vraiment de meilleure grenade. C'est très simple. La question, elle est bien, la question, en fait. Parce que pourquoi? Parce que les grenades, vous avez des variétés qui sont sucrées et des variétés qui sont citronnées. Si vous allez me parler du bienfait nutritionnel de la grenade, c'est quand vous pressez un jus de grenade, plus la pigmentation de la grenade est rouge et meilleure elle est. Et c'est-à-dire, c'est des variétés qui sont souvent citronnées, mais c'est les meilleures pour la santé, les variétés citronnées. Mais les variétés sucrées, en fait, elles sont claires. Donc, du coup, quand vous ouvrez la grenade, elle est claire, la grenade, mais elle est très sucrée.
Donc, du coup, il y a des gens qui l'aiment sucré. Donc, ils vont préférer plus cette grenade-là qui est plus claire, mais qui est plus sucrée. Mais J'ai pour la santé, il vaut mieux privilégier la grenade à pigmentation rouge, comme celle-là, qui est légèrement citronnée, mais justement, elle a meilleur bienfait pour la santé. D'ailleurs, Et... oui. Excusez-moi. Non, non, finissez. Non, non, c'est bon. Non, c'était bon. Mais du coup, extérieurement, comment on peut choisir une bonne grenade, disons, bien rouge à l'intérieur? Comment on peut savoir qu'elle est bien rouge à l'intérieur? Eh ben là, il faut faire confiance à votre primeur. Parce que normalement, le primeur, il est censé sélectionner une très belle grenade pour ses clients. Donc, normalement, vous allez trouver de très, très bonnes grenades chez le primeur. Le but d'un primeur, c'est de sélectionner ses fruits et légumes. Donc, je D'accord, pense que vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. j'ai compris. Merci. Je vous en prie. Donc, je finis celle-là et après, je vous laisse. Alors, du coup, Donc, là, on voit qu'une partie de l'assiette, donc on voit pas trop ce que ça donne à côté. attendez, je vais la retrouver. Ah, voilà, là, on voit bien. Donc, l'assiette, on arrive à ça. Ensuite, on va prendre les myrtilles pour terminer. Ah, bah oui, il faut cacher les petits bouts. Le détail. C'est le plus important. Exactement. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui voudraient voir le travail de monsieur, il y a son compte Instagram qui est plein de belles photos. C'est, je crois, c'est LFL, c'est ça le compte Instagram? LFL Création. LFL Création. Allez voir, moi j'ai été voir, c'est magnifique. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelques petites astuces. Mais voilà Ah, ce que je peux vous beaucoup. proposer pour ce soir, pour ce petit dessert voilà, Génial, merci maison. beaucoup. Et voilà, je te laisse la parole. Bah, merci beaucoup. Alors, bah, c'était vraiment très, très beau à voir. Et ça donne bien envie, surtout. Donc, voilà, merci à vous. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur ce Zoom. Donc, pour le tirage au sort dont on parlait, on a pris les noms de tout le monde et on enverra sur les groupes WhatsApp, etc., le nom de la gagnante ou du gagnant. Je ne sais pas s'il y a des hommes sur ce groupe, je ne connais pas. Et donc, voilà. Merci beaucoup, monsieur Ben, Barbouche, je c'est vous en ça? prie. Ouais, Barbouche. Ou Atef, ça ira. C'est très bien. ATF. Et ben voilà. Ouais. Et ben bonne fête à tout le monde. Et ben, bonne fête Reksamia. à tous et bonne soirée. Et merci de m'avoir accueilli Avec plaisir. sur ce Franchement, groupe. c'était très enrichissant. C'est très gentil. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au Merci. revoir.